Nous sommes vendredi 27 septembre et j'ouvre un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Je suis donc au bureau, tout simplement. Je suis solo dans la salle de réunion, mais ça ne devrait pas durer très longtemps. Donc je vous prends très rapidement juste pour ouvrir ce carnet de lecture. J'ai déjà pas mal de choses à vous dire, mais je vous prendrai un petit peu plus tard quand j'aurai le temps, puisqu'il faut que je vous parle de ma lecture en cours, qui n'est autre que Mexican Gothic de Silvia Moreno, je crois. J'ai mangé son nom, mais il me semble que c'est ça. Donc il est une lecture pour le challenge On lit du gothique en automne. Et il faut absolument que je vous parle de la rencontre littéraire à laquelle j'ai assisté hier et qui était genre juste géniale. Donc je vous parle de tout ça très bientôt et je vous reprends dès que je peux. Hello, on se retrouve, nous sommes lundi 30 septembre, lundi midi. Je vous reprends en vidéo, j'ai un petit peu fait traîner le carnet de lecture et je m'en excuse, il fallait absolument que je remédie à ça. Donc je viens vous parler aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire, j'espère que j'aurai assez de temps pour le faire, mais on va tenter les choses. J'ai beaucoup de choses à vous dire puisque déjà dans un premier temps je voulais absolument vous raconter la rencontre littéraire à laquelle j'ai pu assister la semaine dernière. J'étais très contente, il faut savoir que des rencontres littéraires j'en fais pas tant que ça, donc quand j'en fais pour moi c'est un peu un événement et je suis très très contente d'y participer. Et donc jeudi soir dernier, le 26 septembre exactement, il y avait une rencontre littéraire organisée par Caro Bouquin et par le collectif Les Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique, qui met en avant et qui a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et donc du coup, cette rencontre littéraire était une rencontre avec Julien Sandrel. Donc vous le savez, c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc franchement je ne pouvais pas passer à côté de cette rencontre. Elle était organisée à l'école Sup de Com sur l'île de Nantes, donc c'était dans un cadre plutôt sympathique en plus de ça. Et nous avions donc un créneau pour dédicacer les livres qu'on voulait, si on le souhaitait, et un créneau d'échange avec l'auteur, donc qui était un créneau de, je sais pas, d'une heure, une heure et demie, je pense que ça a duré à peu près. Où l'objectif, c'était de pouvoir lui poser les questions qu'on voulait. Caro, du compte Caro Bouquin, a animé la présentation et la rencontre, ce qui fait qu'elle avait elle-même prévu pas mal de questions à lui poser. Et franchement, c'était très très sympa, très enrichissant. On a appris plein de choses. On a eu la chance d'avoir avec nous la librairie Coiffard, qui est une grosse librairie nantaise. Et donc du coup, la librairie avait mis à disposition les livres de Julien Sandrel si on voulait les acheter. Donc il y avait notamment toutes ces sorties au format poche, ces sorties au format broché. Il y avait notamment son dernier roman, publié chez Calman Levy, que j'ai bien évidemment acheté. Beaucoup d'amour et quelques cendres, que je n'avais pas encore en ma possession. Et franchement, je suis contente d'avoir attendu jusqu'ici pour craquer. Cette rencontre était vraiment très sympa puisqu'on a pu aborder pas mal de sujets avec lui, notamment, bien évidemment son dernier roman, mais pas que. On a notamment abordé ses projets audiovisuels d'adaptation de ses romans, ou pas d'ailleurs, puisqu'il écrit aussi sur des scénarios qui ne sont pas des adaptations de ses propres romans. On a beaucoup parlé aussi de son exercice d'écriture, de ses secrets d'écriture, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il arrive à avoir une idée pour un roman et comment elle se matérialise ensuite en roman et en histoire construite. Et c'était hyper intéressant d'apprendre tout ça sur son quotidien, d'apprendre comment il écrivait, d'apprendre un petit peu, d'en savoir plus en fait sur son univers, puisque c'est vrai
On connaît souvent un auteur par ses romans, mais quand on n'a pas l'occasion de faire des conférences ou des rencontres, on n'en sait pas plus finalement, et ça reste un petit peu mystérieux tout ça. Et là franchement c'était très sympa d'en apprendre un petit peu plus sur Julien Sandrel. Donc bien sûr, comme je vous le disais, j'ai craqué pour ce roman que je me suis fait dédicacer bien sûr. Et je suis très contente, c'est un roman qui se passe en Californie. Et on est sur un roman avec plusieurs personnages, un petit peu comme ce qu'on avait pu avoir dans Les Extraordinaires, où on a plusieurs personnages aussi. Mais là, je pense que c'est un petit peu différent, quand même. Je vous lis la 4e de couverture. Lucia, Hortense, Joséphine, Arsène, Max. 5 inconnus qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais qui ont reçu la même invitation aussi excitante qu'inattendue pour une mystérieuse chasse au trésor à travers la Californie. Lucia est une étudiante enceinte de 4 mois, Hortense une quadra aux prises avec un maître chanteur, Joséphine et Arsène forment un couple de retraités fantasques, Max exerce l'étrange métier de disperseur de cendres des défunts. Tous les 5 se retrouvent sur le tarmac de l'aéroport de San Francisco où les accueille Jim qui sera leur guide tout au long du voyage. Très vite, des détails vont dérailler et ce voyage qui s'annonçait comme une parenthèse de rêve va se révéler beaucoup plus déstabilisant que prévu. Et s'il ne s'agissait pas d'un simple jeu, au bout de l'aventure, un trésor les attend qui ne ressemblera en rien à ce qu'ils imaginaient. Il y aura quelques larmes et beaucoup d'amour. Donc bien sûr, j'ai hâte de le découvrir. La question est, est-ce que je le lis maintenant ou est-ce que j'attends l'été prochain? Parce que vous savez que j'aime bien regarder un roman de Julien Sandrel l'été. Et sauf que j'arrive un petit peu à court puisque j'en ai déjà lu beaucoup. Il me reste plus que La vie qui m'attendait de l'auteur que je n'ai pas lu. Mais sinon, je les ai tous lus. Donc j'en ai que 2 encore à lire. Donc est-ce que j'attends? Est-ce que je le lis maintenant? Bon, voilà. C'est la grande question du moment. Je ne sais pas. On verra. Enfin bon, vous le saurez sûrement bien assez tôt et bien assez vite. En tout cas, cette 4e de couverture me fait un petit peu penser, alors peut-être que je me trompe totalement et que ça n'a rien à voir, mais ça me fait un petit peu penser au roman Les Égarés de Zoé Brisby, que j'ai lu il y a 2 ans de ça, je crois. Où c'est pareil, on a tout un tas de personnages, alors je crois qu'ils sont 5 ou 6 aussi pareil, qui sont réunis par une tierce personne qui organise un faux prétexte pour pouvoir les rassembler et pour pouvoir finalement leur expliquer des choses et s'excuser par rapport à des choses qui se sont produites et autres. Donc ça me fait un petit peu penser à ça. Est-ce que du coup cette chasse au trésor ne serait pas un faux prétexte? Enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est ça, hein, puisqu'on parle bien de et s'il ne s'agissait pas d'un simple jeu. Voilà, une parenthèse de rêve qui va se révéler beaucoup plus déstabilisant que prévu. Enfin voilà, c'est quand même... Ouais, c'est quand même assez énigmatique comme 4e de couverture. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Bien sûr, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous mets juste après les petits rushs vidéo de cette rencontre. J'ai pas pris beaucoup de vidéos, mais j'en ai pris quelques-unes quand même. Donc je vous mets tout ça à la suite pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passait. Je referme la parenthèse Julien Sandrel pour venir vous parler de mes lectures en cours. J'ai notamment une lecture dont je voulais vous parler que j'ai terminée. C'est ma première lecture pour le challenge On lit du gothique en automne. Challenge que j'organise cette année. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce challenge, je vous invite à aller la voir. Et donc ce roman, c'est le roman que j'ai fait entrer dans la catégorie gothique exotique. Et ce n'est autre que Mexican Gothic, bien sûr. Donc, c'est le roman qui est écrit par Silvia Moreno Garcia, roman qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Il est édité chez Bragelonne et on est sur un roman purement gothique, à souhait comme on les aime. C'est un roman qui n'est pas très très long puisqu'il fait 330 pages, 340 pages, donc ça se lit assez bien. Mexican Gothic, c'est l'histoire de Noémie. Noémie, c'est une jeune femme qui vit à Mexico, une jeune femme qui vient d'un milieu assez aisé, qui a l'habitude de sortir, elle fait beaucoup de soirées, elle papillonne beaucoup, voilà. Elle n'a pas forcément envie de se marier, de se poser ou quoi que ce soit. Elle a envie de faire la fête et de profiter de sa jeunesse.
Sauf qu'un jour, le père de Noémie vient la voir pour lui expliquer qu'il a reçu une lettre de sa cousine Catalina, lettre qui est assez mystérieuse et qui est assez inquiétante. Dans cette lettre, Catalina explique que elle vient juste de se marier, Catalina, et elle vient d'emménager dans le manoir High Place, qui n'est pas à Mexico, hein, qui est dans la campagne mexicaine, et du coup, Catalina explique qu'elle a énormément de problématiques, notamment elle parle d'empoisonnement, elle parle de vision, elle parle de murs qui parlent, de murmures la nuit, de planchers qui craquent, de présence malsaine. Et donc du coup le père de Noémie s'inquiète beaucoup pour la santé de sa nièce et aimerait que Noémie parte la voir, donc organise un petit séjour à High Place pour se rendre compte de la nécessité ou non pour son père de faire intervenir un psychiatre, tout simplement. Le mari de Catalina a expliqué en tout cas à plusieurs reprises au père de Noémie que non, tout va bien, elle a juste eu la tuberculose et que depuis qu'elle a eu la tuberculose, elle foleille un peu la pauvre, hein, en gros c'est ça, mais que tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que le père de Noémie sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Noémie décide de partir, elle part en train, et elle arrive à High Place, et en fait High Place c'est un manoir un petit peu hors du temps. C'est un gros manoir gothique où tout est resté un peu dans son jus. Il n'y a pas forcément l'électricité dans toutes les pièces. On n'a pas forcément beaucoup de modernité dans ce manoir. Tout est resté comme le souhaitait le patriarche de la famille Doyle, je crois. Voilà. Et donc, dans ce manoir vivent Catalina, son mari, chez Virgile, je me demandais comment il s'appelait, son mari Virgile qui est quand même assez arrogant, assez particulier, le père de Virgile, Howard Doyle, qui est un vieil homme, son cousin Francis, sa tante Florence et quelques domestiques. Voilà, c'est les personnes qui vivent dans cette maison. Et au fur et à mesure de son séjour, Noémie va vite se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont très dérangeantes et très bizarres. Elle va effectivement se rendre compte que le manoir est très hostile, elle va faire des cauchemars très perturbants, des cauchemars sur le manoir, des cauchemars sur le passé de la famille Doyle, des cauchemars sur les tapisseries qui moisissent et qui bougent, sur des choses très sombres, très dark, pas très ragoûtantes. Et donc elle va se poser beaucoup de questions, Noémie, et elle va vite se rendre compte que le manoir l'emprisonne un petit peu, voilà, en gros. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Ce que je dois vous dire, ceci dit, quand même, pour que vous soyez au courant si c'est des choses que vous n'appréciez pas plus que ça, on est sur un roman où vous allez retrouver des touches fantastiques. Donc si vous n'aimez pas trop cet aspect un peu fantastique, passez votre chemin. En revanche, si vous aimez bien la littérature gothique et que les touches fantastiques ne vous freinent pas, pour le coup, ça peut vraiment vous plaire. Mexican Gothic, c'est une belle découverte. Alors on n'est pas sur un coup de cœur parce qu'il y a des choses qui m'ont un tantinet dérangé, mais ça reste une belle lecture malgré tout. Avant que je rentre dans le détail sur ce roman, sachez quand même qu'on nous le présente comme un roman de terreur. On met en avant l'auteur Lovecraft. On n'est pas là-dessus, clairement. Je pense que c'est un petit peu surestimé en termes de littérature de l'horreur. On n'est pas là-dedans. On est sur un livre de littérature d'inspiration gothique, ça c'est clair, mais on n'est absolument pas sur quelque chose qui fait peur. Enfin, moi, pourtant, vous le savez, je suis quand même une sacrée flippette, et pour autant, ce roman-là, j'ai pu le lire le soir avant de m'endormir. Ça ne m'a absolument pas dérangée pour dormir. Donc on n'est pas sur quelque chose qui fait très peur, hein, vraiment. C'est un roman que j'ai apprécié parce qu'on est sur un roman dans lequel on retrouve toutes les clés de la littérature gothique. Donc effectivement, on est sur un roman avec un manoir très sombre. Le manoir est presque un personnage à part entière de l'histoire. Le manoir, il y vit en fait. Et du coup, on le sent dès le début. On est sur une ambiance qui monte crescendo. C'est souvent ça dans les romans d'inspiration gothique.
où vous avez un début assez lent, certes, mais c'est pour mettre vraiment en place l'ambiance qui est pesante, qui est oppressante. Et là, c'est ce qu'on ressent clairement à la lecture des premières pages et des premiers chapitres de ce roman. On est sur un roman où on a une histoire de malédiction, où on a des secrets de famille, et vraiment on est à fond dedans. On est sur un roman avec aussi des petites touches de spiritualité et de croyance en Dieu, et c'est aussi des aspects que l'on retrouve régulièrement dans les romans d'inspiration gothique. Donc vraiment, moi ça m'a beaucoup plu pour ça, parce qu'on retrouve les marqueurs de cette littérature que j'aime tant. Après, on n'est pas sur... donc je l'avais catégorisé dans la catégorie gothique exotique. Je trouve que le côté exotique, on le ressent pas vraiment. Le roman se passe au Mexique, mais en fait, je trouve qu'il aurait pu se passer dans un autre pays, ça n'aurait pas été complètement déconnant. On s'en serait même pas rendu compte finalement, parce que toute la partie sur le manoir et tout le roman qui se passe à High Place, on a l'impression d'être en Angleterre, clairement. Donc je trouve que le côté exotique, on l'a pas trop sur ce roman-là, malheureusement. J'aurais bien aimé que le côté mexicain soit un petit peu plus mis en avant. Là, c'est pas trop le cas, c'est vraiment... j'ai un peu l'impression que c'est plus un prétexte qu'autre chose. Et il y a quelques côtés qui m'ont un petit peu dérangée. Ce qui m'a le plus dérangée, je pense, dans ce roman, c'est la fin. Parce que je trouve que la fin est très rapide, peut-être un petit peu trop facile. On monte vraiment crescendo pendant toute la lecture du livre. Au début, on est sur un récit qui est assez lent. D'habitude, moi, les récits lents, c'est pas les choses que j'apprécie le plus, mais sur la littérature d'inspiration gothique, ça me dérange moins, puisque, comme je vous le disais, c'est vraiment le moment pour l'auteur d'instaurer un climat très pesant et très angoissant. Et donc, du coup, ça me dérange moins. Donc là, en l'occurrence, le fait que le rythme soit un peu lent au début, ça ne m'a pas trop dérangé, en tout cas pas plus que ça. Par contre, le fait que la fin soit très rapide, bon, ça m'a un peu gênée, parce que pendant tout le long du roman, on monte vraiment en puissance, on a l'impression que ça va être très compliqué pour Noémie de s'en sortir, et finalement, la fin laisse un peu penser que c'est simple et que tout va bien dans le meilleur des mondes, ou presque, hein. Donc, c'est la fin qui m'a un petit peu gênée, je suis un peu restée dessus, malheureusement, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Je trouve que pour commencer le challenge, c'est très bien, vraiment. C'est très bien. Si vous ne connaissez pas la littérature gothique, je pense que ça peut aussi être un bon roman pour démarrer ce genre-là. On est vraiment sur un roman qui est très bien exécuté, très bien fait, très bien écrit. Mais encore une fois, je pense que la fin, on aurait pu la retravailler un peu différemment à mon sens. Mexicaine gothique de Silvia Moreno Garcia, qui me permet donc de cocher une des catégories du challenge. On lit du gothique en automne, et ça, c'est carrément cool. Côté roman en cours, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous parler du livre que j'ai commencé hier, c'est Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Je ne suis pas partie sur un roman d'inspiration gothique, j'avais envie d'alterner un petit peu mes lectures, donc je suis partie sur du Jérôme Loubry. Vous le savez, l'automne pour moi c'est la meilleure saison pour lire des polars et des thrillers. Là on est sur un bon thriller comme on les aime. Jérôme Loubry, j'ai lu Les Refuges de cet auteur que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait fait très 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 froid dans le dos, qui est très très angoissant, très perturbant, mais très très bon du coup. Et donc celui-ci, j'espère qu'il ne fera pas exception à la règle. J'en suis pas très loin, j'en suis page 60, donc pour l'instant je ne vous en parle pas plus. J'attends de rentrer un petit peu dans l'histoire et je viendrai vous en reparler à ce moment-là. Côté littérature, côté lecture audio, pardon, j'en suis où je suis toujours plongée dans Le mystère de la maison aux 3 hommes de Valentin Musso. J'ai un petit peu avancé, mais pour ne rien vous cacher, je trouve que la première partie est longue, très longue. Et je ne retourne pas à ma lecture audio avec beaucoup d'envie. Donc à chaque fois, je me force un peu à l'écouter. Et j'espère que ça va s'accélérer un peu. L'une d'entre vous m'a laissé un commentaire sur ma vidéo précédente dans laquelle je parlais de ce roman et qui me disait qu'effectivement la première partie était un peu longue, mais qu'il fallait un peu s'accrocher parce qu'après ça changeait un peu de rythme et c'était un petit peu différent. Et, qu'il y avait des choses qu'on ne voyait absolument pas arriver et qui étaient plutôt bien faites. Donc
C'est pour ça aussi que je m'accroche, c'est parce que j'ai ce commentaire en tête, donc merci beaucoup. J'ai vraiment ce commentaire en tête en me disant, bon ok, il faut que je m'accroche sur le Valentin Musso parce que potentiellement c'est peut-être un livre qui va me plaire au fur et à mesure de mon avancée. Donc je viendrai également vous en reparler quand je serai un petit peu plus avancée parce que pour l'instant, c'est pas hyper positif de mon côté. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser là, je vais retourner travailler. Je suis désolée pour le cadre, commence bien cette vidéo, pour le cadre de film, on va dire, de Roche vidéo. Cette pièce, c'est une dans laquelle je filme, c'est un bureau qui en ce moment subit quelques transformations, comme vous le verrez derrière, puisque je ne voulais pas encore annoncer ici, mais je suis enceinte de mon deuxième enfant. Je suis enceinte, je rentre dans mon 7e mois, donc je suis déjà bien enceinte quand même, hein. J'aurais pu vous l'annoncer un peu plus tôt. Mais voilà, donc du coup cette pièce va subir pas mal de changements au fur et à mesure des semaines à venir, puisque on va transformer ce bureau en chambre d'enfant, vous vous en doutez bien. Donc il va y avoir pas mal de modifications, donc ne vous étonnez pas si ça change de plan, si ça change de couleur, si ça change de déco, c'est normal. Tout est normal, tout est normal. Voilà. Bref, sur ce, j'arrête de blablater, je vous reprends un petit peu plus tard et je viendrai notamment vous reparler de ma lecture du Jérôme Loubry. Nous sommes vendredi midi et je suis partie me promener sur la pause déjeuner pour profiter un peu du beau temps et du soleil que l'on a, parce que ça n'arrive quand même pas souvent, donc profitons-en. Et du coup j'ai pris mes écouteurs avec moi pour écouter mon livre audio en cours qui est Le mystère de la maison aux 3 ormes de Valentin Musso. Donc je vous disais que j'étais pas hyper emballée à la base par la première partie. Et bien écoutez, je viens d'arriver à la deuxième partie, il y a un espèce de twist assez incroyable que je n'avais absolument pas vu venir. Et du coup, j'ai un regain d'intérêt pour ce livre audio. Donc je suis bien contente d'en arriver là pour ma petite promenade. Comme ça, je me motive à marcher un petit peu, donc c'est parfait. Voilà, bon bah, je vous en reparle bien sûr assez vite. Et puis je vous donnerai mon avis final sur ce livre. Hello! Nous sommes samedi matin, il est 10h passées, je suis levée depuis beaucoup trop de temps, vraiment. J'ai été prise d'une insomnie comme on a rarement vu, d'une allergie aussi qui n'a clairement pas aidé cette insomnie. Et donc du coup j'ai fait plein de choses ce matin, donc l'avantage quand même c'est que quand on a des insomnies on peut faire plein de choses et on a l'impression d'avoir plusieurs journées en une seule, donc voilà. Je me suis donc fait une petite tasse de thé et je vais être prête pour vous parler lecture. Je m'installe et puis je vous reprends tout de suite. On est parti. Allez, on y va. Mon thé est ici. Je me suis fait un thé à la vanille qui vient de l'île Maurice puisque mes parents m'ont ramené ce thé-là de leur précédent voyage et franchement, c'est une tuerie. Le thé à la vanille, c'est hyper bon. Thé noir à la vanille, parfait. Vous avez aussi mes petites fleurs qui sont là, que je trouve très jolies, que ma belle-mère m'a offert dernièrement. Et elles tiennent très bien, je trouve. Donc bref, je les laisse ici. Et il y a les chats qui tournent autour de moi, donc potentiellement, je peux être un petit peu dérangée. Mais normalement, c'est la seule source de distraction que j'aurai, donc je peux venir vous parler en toute tranquillité. Donc, je voulais vous parler ce matin pour vous parler surtout de ma dernière lecture papier que j'ai enfin terminée. J'ai donc lu Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Jérôme Loubry, c'est un auteur que je ne connais pas beaucoup parce que je n'ai pas lu énormément de ses romans. J'ai lu en 2022, ouais, il y a 2 ans de ça, j'ai lu Les Refuges de cet auteur-là et c'est le seul livre de cet auteur que j'ai lu. Les Refuges, c'est un roman, un thriller psychologique implacable avec énormément de suspense, avec une noirceur impressionnante
inégalable à mon sens, vraiment. Et on était sur quelque chose d'extrêmement bien ficelé, avec une intrigue à tiroir. Et donc l'auteur vraiment se joue de nous du début à la fin. Ce que j'avais trouvé impressionnant, c'est que vraiment Jérôme Loubry apparaissait comme le maître incontestable de la manipulation. Et du début à la fin, on se fait complètement berner. Et vraiment, ça avait été un excellent thriller psychologique, une très très belle découverte. Alors, attention, prenez garde quand même si vous n'êtes pas habitué au thriller psychologique ou si c'est un genre que vous ne connaissez pas plus que ça. C'est un livre qui est quand même très 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 dur à lire. Il y a des scènes d'une violence extrême que j'ai eu des difficultés à lire vraiment, tellement c'était dur. On est un peu sur... En tout cas, à l'époque, ça m'avait un peu marqué parce que je l'avais lu pas longtemps après. On est un peu sur la même... Enfin, en tout cas, le même degré de violence que l'on peut avoir parfois chez Franck Tillier, notamment dans le manuscrit inachevé. J'avais trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes avec les refuges de Jérôme Loubry, justement, où on avait cet auteur qui nous manipule du début à la fin, et on avait certaines scènes qui étaient d'une violence insoutenable, vraiment. Donc il faut l'avoir en tête, prenez garde, si vous n'êtes pas habitué à ce genre-là, bon, Les Refuges, c'est peut-être pas le livre par lequel je vous conseillerais de commencer. Ça n'empêche que moi j'avais vraiment adoré, un coup de cœur ce roman, j'avais trouvé ça incroyable, je l'avais lu en lecture commune avec deux Instagrammeurs et ça avait été un moment de lecture et un moment de partage incroyable. Donc forcément vous vous en doutez, après vous avoir dit tout ça, j'avais des attentes assez hautes pour Les Sœurs de Montmort qui traînent dans ma palle depuis quelques temps maintenant. Je voulais le lire l'année dernière, mais vous le savez, je suis une lectrice saisonnière, j'ai loupé le coche et pour le coup, c'est un roman que je voulais absolument lire en automne, donc du coup, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, je le lirai l'année prochaine. C'est donc pour ça que je l'avais mis en haut de ma palle pour ce début d'automne. Et j'avais beaucoup d'attentes sur ce roman parce que je n'ai pas lu Jérôme Loubry depuis et j'avais tellement été bluffée par Les Refuges que pour moi, il était hors de question d'être déçue par celui-ci. Les Sœurs de Montmort, ça parle de quoi? Eh bien écoutez, on découvre Julien Perrault qui débarque dans le village de Montmort. En fait, il vient d'être muté et il est le nouveau chef de la police de Montmort. Et en fait, quand il débarque à Montmort, c'est un village qui est un peu isolé. Il est assez impressionné parce que c'est un village d'une modernité extrême à laquelle il ne s'attendait absolument pas en arrivant. C'est un village très propre, très lisse, où il se passe pas grand chose, il y a des caméras de surveillance partout, les gens sont gentils, il se passe rien en fait dans ce village. Donc il est assez surpris parce qu'il se demande bien ce qu'il va pouvoir faire quel va être son rôle. Il débarque au commissariat, il se rend compte qu'il a deux collègues qui sont sous ses ordres, donc Sarah et Franck, et il y a également Lucie qui est réceptionniste. Et donc en fait ils sont 4 dans ce commissariat, mais dans une ville où finalement il se passe rien, ou très peu de choses. Sauf que, bien évidemment, il débarque dans cette ville et quelques temps après, il va y avoir une espèce de frénésie meurtrière qui va se développer alors que jusqu'ici rien ne se passait. Voilà. Donc Julien, il est quand même très surpris, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Il rencontre Albert de Thionville qui est le propriétaire du village, puisqu'on se rend vite compte que c'est un village privé. Et donc il y a un bienfaiteur dans le village qui est Albert de Thionville. Et donc il le rencontre, ils discutent ensemble et en fait, il se rend compte que c'est extrêmement bizarre comme village et on est sur quelque chose d'un peu particulier. Voilà un petit peu le pitch de départ. C'est un roman que j'ai vraiment apprécié lire à cette période puisque on est vraiment sur un roman à l'ambiance automnale, voire presque hivernale. Le village de Montmort, c'est un village qui est un peu isolé, qui paraît très moderne comme ça de prime abord, mais qui est entouré de forêts. À l'époque où le roman se déroule, on est en pleine tempête de neige ou presque, donc en fait on est sur quelque chose de très glaçant, très froid, avec des forêts. Il y a toute une petite partie avec des croyances ésotériques, des histoires de sorcellerie. Donc du coup, je trouve que c'est parfait pour la saison. Enfin,
Vraiment, je regrette pas de l'avoir lu là. Je regrette presque même de pas avoir attendu un peu plus longtemps pour le lire et de l'avoir... voilà, j'aurais pu le lire en novembre, voire début décembre, ça aurait été parfait. Mais c'est une très très bonne époque pour lire ce roman, une très bonne période, parce qu'on est vraiment dans une ambiance très glaciale. Voilà. Ce que j'ai aimé avec Les Sœurs de Montmort et ce que j'avais adoré aussi dans Les Refuges, et en fait vraiment on le retrouve parfaitement ici, c'est cette faculté de l'auteur de nous immerger complètement dans une ambiance. Là c'est ça, en fait dès les premières pages on est immergé dans ce village isolé, on se demande ce qui se passe, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas net en fait, hein. Vraiment on le sent directement. Oui, de prime abord, tout paraît lisse, mais en fait, on se rend vite compte qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent et qui attend juste d'éclater. En gros, c'est ça. Et, euh, et du coup, on est complètement immergé en fait dans le récit. On est pris au piège par l'ambiance, pris au piège par cette atmosphère glaçante, par tous ces sentiments qui nous font froid dans le dos. Et c'est juste génial. Franchement, moi, je me suis délectée de cette ambiance. J'ai adoré. L'ambiance, elle devient de plus en plus oppressante. On sent que la pression monte crescendo. C'est vraiment toute la puissance de la plume de Jérôme Loubry, c'est qu'il arrive à nous faire sentir les choses, il arrive vraiment à nous faire monter en puissance jusqu'à un point de non-retour. Et ça, c'est vraiment très bien fait dans le livre. Là où, à mon sens, le roman n'a pas répondu complètement à mes attentes, c'est par rapport à la fin. Voilà. Je suis un petit peu déçue et un petit peu mitigée par cette fin parce que, comme je vous disais sur le rythme, tout au long du roman, le rythme il est parfaitement maîtrisé, ça va vraiment crescendo, tout va très bien. Et en fait, on arrive à la fin et je trouve que la fin, elle retombe un peu comme un soufflet. Euh, j'ai vu venir des choses, je m'attendais à certaines choses, je m'attendais pas forcément à d'autres, mais globalement, bon, j'ai pas été méga surprise par cette fin. Et j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux, un peu trop facile et un peu trop abrupt dans la façon de l'aborder. Et du coup, ça m'a laissé un petit goût amer quand même en bouche quand je l'ai refermé parce que je m'attendais pas forcément, je m'attendais pas à cette fin et j'ai trouvé que c'était peut-être trop abrupt et trop facile. Donc du coup, j'ai pas été hyper emballée. Disons que on retrouve vraiment la patte de l'auteur, on retrouve la patte de Jérôme Loubry. J'ai passé un excellent moment lecture, hein. Vraiment, ça reste une très bonne lecture. Faut pas, enfin vraiment, faut avoir ça en tête. C'est du très bon Jérôme Loubry, c'est vraiment très bien fait. Les ficelles sont très bien tirées et c'est très bien rédigé. Il y a rien à dire par rapport à ça. Mais c'est juste que je m'attendais pas à cette fin. Autant sur Les Refuges, la fin, ça m'avait mais alors scotché, ça m'avait bluffé. J'ai été comme deux ronds de flanc, clairement. Là, c'est pas forcément le cas. Et du coup, si je dois vous en conseiller un entre les deux, ben moi je vous conseille forcément Les Refuges parce que celui-ci n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu ces deux romans, autant Les Sœurs de Montmort que Les Refuges. Dites-moi lequel vous avez préféré si vous avez lu les deux. Et surtout, dites-moi quels autres romans de l'auteur vous me conseillez. Parce que malgré tout, même si j'ai été un tantinet déçue avec celui-ci, ça n'empêche que pour moi, Jérôme Loubry, ça reste le maître de la manipulation par excellence. Ça reste un auteur de thriller qui est incontournable et qu'il faut absolument connaître. Et du coup, j'aimerais bien découvrir un petit peu plus ses autres romans. Je sais que son dernier roman s'appelle L'île. Il me tente beaucoup, il vient de sortir, je crois. Mais j'ai pas vu beaucoup de retours sur ce roman pour l'instant. Il y a également celui de l'année dernière, comment il s'appelle? Ah, Le Chant du Silence, que vous avez là, qui a dû sortir, je pense, en version poche depuis. Voilà. Vous avez également Les Chiens de Détroit, je crois. Il y en a quelques autres comme ça que j'aimerais bien lire, que j'aimerais bien découvrir. Mais je m'en remets à vos recommandations. J'aimerais bien ne pas me lancer à l'aveugle et être aussi surprise que dans Les Refuges. Franchement, ça, ce serait top, top, top. Donc si vous en avez un particulièrement à me conseiller, je suis tout oui.
Côté lecture papier, bon bah vous l'aurez compris, j'ai fini Les Sœurs de Montmort, donc j'en ai repris un autre. J'ai donc décidé de continuer le challenge On lit du gothique en automne et j'ai pris La Fabrique des poupées, qui est le roman que j'avais sélectionné pour la catégorie L'Angleterre à l'honneur. Et voilà. Donc c'est un roman de Elizabeth Macneill. C'est le deuxième roman que je lis de l'autrice puisque j'avais eu l'occasion de lire il y a quelques temps de ça Le Cirque des Merveilles que ma petite sœur m'avait offert à Noël, je crois. Il y a peut-être 2 ans de ça. Et, ou 3 ans même, peut-être maintenant. J'avais beaucoup aimé Le Cirque des Merveilles, ça avait été une très belle lecture. Ça n'avait pas été un coup de cœur parce qu'il y avait 2-3 petites choses qui m'avaient un petit peu dérangée. De mémoire, c'était une histoire de rythme surtout. Mais globalement, ça avait été un bon moment de lecture. Ça se passait à Londres dans les années 1880, je crois, quelque chose comme ça. Et ça parlait notamment des monstres de foire, enfin des monstres de cirque, des personnes qu'on considérait entre guillemets comme monstrueuses parce qu'elles avaient une particularité physique et qui étaient un peu exhibées dans les cirques à l'époque victorienne et voilà. Et donc du coup c'était très bien fait. Ce que j'avais particulièrement apprécié dans ce roman, c'était toute la partie historique que l'autrice avait très bien mis en exergue et en fait on sentait à travers le roman qu'elle avait fait beaucoup de recherches historiques et ça c'était très appréciable. Là sur La Fabrique des poupées, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Je suis pas hyper bien installée là, j'aurais pas dû me mettre là. Bref. On est sur quelque chose d'un petit peu différent puisqu'on est à Londres dans les années 1850. On est à la veille de l'exposition universelle et on est sur un roman assez sombre où il est question de taxidermie, de fabrique de poupées, tout le nom du roman. Et pour l'instant, je peux pas trop vous en dire plus parce que je suis pas hyper avancée, j'ai lu 60 pages. J'ai un petit peu du mal à voir où on va aller. En tout cas, j'ai l'impression que je me suis un petit peu plantée dans la catégorisation de ce livre parce que pour moi, en tout cas pour le moment, on n'est pas sur une ambiance gothique. Donc je suis pas sûre que ce livre a vraiment sa place dans le challenge. Mais écoutez, maintenant que je l'ai commencé, je vais continuer et on verra bien ce que ça donnera. Hello, nous sommes lundi 7 octobre, je vous reprends très rapidement pour venir clore ce carnet de lecture et je viens le clore avec une nouvelle pas très réjouissante malheureusement. J'ai pris la liberté et la décision ce week-end d'abandonner La Fabrique de poupées de Elizabeth Macneill. Je suis pas allée très loin, hein. J'en suis page 115, c'est pour vous dire. Je crois même que je me suis même pas arrêtée sur une fin de chapitre. C'est pour vous expliquer un petit peu la problématique que je rencontre avec ce livre. Donc du coup dans La Fabrique de poupées, on suit principalement 2 personnages. On suit un personnage qui s'appelle Silas, qui est taxidermiste et qui est un personnage malaisant, répugnant, qui ne nous inspire franchement pas confiance. Et donc du coup Silas il vivote un peu avec sa boutique de taxidermie, il traficote des animaux morts, enfin c'est un peu répugnant. Et à côté de ça, on suit Iris qui travaille dans une fabrique de poupées. Et donc Iris, elle a une sœur jumelle, Rose. Elles sont toutes les 2 réputées pour être très jolies. Sauf que Iris a une particularité physique, elle a un problème à sa clavicule droite, il me semble. Et donc ça l'a fait un peu... Enfin, elle a une démarche un peu claudicante, si vous voulez. Elle a une beauté un peu spéciale, un peu particulière. Et sa sœur Rose était très jolie quand elle était plus jeune, sauf qu'elle a chopé la petite variole et qu'elle est complètement défigurée. Donc voilà, donc elles travaillent toutes les 2 d'arrache-pied dans cette fabrique de poupées pour une patronne qui est franchement méchante, désagréable, enfin c'est des conditions de travail affreuses, elles respirent la peinture toute la journée, elles n'ont pas de pause ou très peu, elles mangent très peu, enfin bon voilà, tout ça pour un salaire de misère. Et donc, on nous dépeint un petit peu dans ce livre le Londres des années 1850, mais le Londres plutôt à la Charles Dickens et pas vraiment le Londres des beaux quartiers ou le Londres de la famille royale, hein, on n'en est pas du tout là. On est à la veille de l'exposition universelle et ce qui va se passer, c'est que Silas va rencontrer
par hasard Iris, et en fait il va se prendre d'obsession pour elle, il va être complètement obsédé par cette femme, et ça va être toute cette histoire-là que l'on va suivre, en gros. J'ai plus ou moins compris qu'il y avait un espèce de triangle amoureux. Bon, je ne sais pas qui est la troisième personne, je ne suis clairement pas allée assez loin dans le roman pour comprendre, donc je ne peux pas vous en dire plus. Ça l'a pas fait avec moi parce que on est sur un univers beaucoup trop dégoûtant en fait, enfin répugnant, ça m'a révulsé cet univers. Pourtant j'ai l'habitude de lire des thrillers gore, j'ai l'habitude, enfin j'ai encore lu Les Sœurs de Montmort la semaine dernière, qui est quand même pas le thriller le plus agréable et le plus joyeux qu'on puisse citer, donc clairement j'ai l'habitude de lire ce genre de romans, de lire des romans gore, de lire des romans difficiles, de lire des romans violents, mais alors là vraiment je trouve que c'est de la violence, mais pas de la même manière que celle qu'on peut retrouver dans les thrillers, et je suis pas du tout fan de ce genre de truc. C'est hyper malaisant, on parle de pourriture, on parle de taxidermie, on parle d'animaux morts, on parle de... Enfin, moi ça m'a dégoûté, franchement ça m'a dégoûté. La façon dont c'est mis en scène et dépeint par l'autrice, pour le coup, c'est extrêmement réaliste, puisqu'on s'y croirait, mais en fait, moi, ça m'a vraiment coupé toute envie de continuer ce livre, et j'y arrive pas. Si vous êtes sensible à la cause animale, surtout, passez votre chemin, parce que alors là, ça ne le fera pas du tout. Je pense notamment à certaines d'entre vous, notamment à Doris, qui me demandait ce que je pensais de ce livre. Bon, si jamais tu passes par là, je pense que ça ne te plaira pas, toi qui adores tes chiennes. Là, c'est une très mauvaise idée de lire ça, je pense. Donc voilà, après bon, peut-être que c'est moi qui suis très sensible en ce moment, puisque comme je vous le disais dans ce carnet de lecture, je suis enceinte, donc potentiellement un petit peu plus sensible que d'habitude, mais vraiment, j'ai vraiment eu du mal, quoi. La fabrique de poupées, c'est glauque au possible, enfin, tout est glauque, tout est malaisant, tout est dérangeant, en fait, dans ce roman. Et cette espèce d'obsession que Silas est en train de développer pour cette jeune fille qui a rien demandé, qui essaye de vivre et de survivre dans cet univers affreusement dégoûtant, affreusement gore, je suis pas fan, quoi. Vraiment, j'y arrive pas, j'accroche pas, j'ai pas envie. Donc j'abandonne ce roman, malheureusement, mais j'irai pas plus loin. Après, bien sûr, c'est comme tout, faites-vous votre propre opinion si vous avez envie de le lire. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je suis quand même très curieuse de débattre avec des personnes qui ont lu le roman et qui l'ont apprécié. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu. C'est vraiment pas un roman récent. Là j'ai la version grand format, mais il est sorti il y a pas mal d'années maintenant. Vous pouvez même le retrouver en poche si vous avez envie de vous lancer dans cette folle aventure. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais donc en rester là parce que je n'ai rien de plus à vous raconter. J'ai pas mal avancé sur mon livre audio, mais j'ai pas encore terminé, donc je vous ferai un retour dans le prochain carnet de lecture. J'ai bien évidemment repris une lecture papier, mais là encore, je suis un petit peu trop peu avancée pour vous en parler. Je n'ai pas fait de réception, je n'ai pas fait d'achat, donc on va clore cette semaine ici. Si vous êtes arrivés jusque-là, je vous remercie infiniment, je vous remercie pour votre fidélité toutes les semaines. J'espère vraiment que ce contenu vous plaira, que vous aurez noté quelques idées lecture. Et puis, écoutez, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!